Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir dans ce webinaire consacré à la reconnaissance des compétences et notamment la question REVA va-t-il conduire à une révolution de cette reconnaissance des compétences et va-t-elle booster en fait le développement des open badges? Alors, ce webinaire va durer 1 heure et demie. Nous aurons une première partie d'1 heure centrée sur évidemment l'intervention de nos experts et de nos invités que je vais vous présenter. Et 30 minutes de questions-réponses. Et là, nous vous invitons dans la partie sur le côté, je crois, la partie questions-réponses, donc QR, à poser vos questions. Et si vous voulez échanger, bien évidemment, il y a aussi une partie chat, mais les questions sont bien dans la partie QR, questions-réponses. Avant de présenter nos invités, je vais peut-être dire quelques mots sur les deux structures qui organisent ce webinaire. La première structure est donc hashtag le plus important. C'est un think tank et un action lab donc indépendant. Notre collectif, puisque j'en fais partie, donc s'attache au développement des compétences en favorisant l'égalité des chances, la société inclusive et en luttant en fait contre l'insécurité économique des peu ou des pas qualifiés, en tout cas des moins favorisés. Nous pensons que les open badges vont permettre de valoriser et reconnaître les compétences et les pratiques de nos concitoyens, mais aussi des moins favorisés. Concernant donc reconnaître, donc c'est la branche en fait d'une structure plus internationale qui est Open Recognition Alliance. Et reconnaître, en fait, ce sont des acteurs qui développent, qui assurent la promotion de la reconnaissance des pratiques à travers les open badges. Et au départ, les open badges ont été créés pour accompagner et rendre visibles les apprentissages informels. Oui. Informels. Merci. Voilà, donc juste avant de présenter nos invités, on va peut-être se présenter. Philippe. Donc, Philippe Petitqueux, je te laisse te présenter en premier. Oui, Philippe Petitqueux, je suis délégué régional au numérique pour l'enseignement agricole en Normandie, donc DRAF Normandie, enseignement agricole que je salue au passage, et secrétaire général de l'association Reconnaître, et également co-animateur de Badgeons la Normandie, un projet de territoire apprenant. Ok, donc moi je suis Paquita Frances, je suis spécialiste emploi, employabilité, formation. Donc j'interviens au sein du think tank hashtag le plus important, mais aussi dans le cadre de l'Action Lab, puisqu'en fait j'accompagne une association qui s'appelle Gribouillis et donc je les accompagne sur la professionnalisation des gardes d'enfants à domicile. Voilà, donc nous allons pouvoir présenter et remercier la présence donc, de nos invités. Nous allons commencer par Karine Seller. Vous êtes donc la haut-commissaire aux compétences. Donc peut-être que certains ne savent pas trop ce que revêt vos fonctions. Est-ce que vous pourriez nous les présenter? Alors vous êtes en mute. Voilà. Voilà, super. Bonjour. Bonjour. Merci à vous de cette invitation et bonjour à tous. Donc j'ai l'immense responsabilité de porter la mise en œuvre du plan d'investissement dans les compétences, qui est un plan du gouvernement voulu comme un plan très structurant sur 5 ans pour assurer la formation des personnes en recherche d'emploi et transformer la formation. 15 milliards d'euros sur 5 ans pour assurer ces 2 missions. Et évidemment, une fois qu'on a énoncé cet enjeu de à la fois amplifier l'effort de formation des personnes les plus vulnérables et de transformer la formation, la question de la compétence, la question de la capacité à prendre en compte, faire reconnaître et valoriser ces compétences est un enjeu tout à fait important dans la mission que je conduis. Merci beaucoup. Olivier Gérard, donc vous êtes chef de projet REVA, spécialiste donc des politiques emploi-formation, vous l'avez été au sein d'un OPCO. Et donc dans ce cadre-là, vous avez accompagné les branches et notamment les branches dans leur projet de certification. Bonjour à tous. Bonjour.
Muriel Moujard, vous êtes la directrice du labo CIBC, qui est le laboratoire recherche-développement en matière d'innovation pédagogique des CIBC. Et vous êtes aussi donc la directrice du CIBC Normandie. Vous avez le CIBC Normandie fait bien évidemment de la formation, de la VAE et du bilan de compétences. Et vous connaissez bien les open badges puisque vous intervenez en même temps sur les certifications, je dirais, classiques et en même temps sur la reconnaissance via les open badges. Et vous allez nous en parler tout à l'heure. Tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour Muriel. Alors, Laure Garot, vous êtes responsable Learning, Talent and Culture dans une entreprise de grande distribution. Vous avez une pratique terrain de la VAE et notamment de la VAE, soit sous des formes individuelles, soit sous des formes collectives. Et vous nous ferez part tout à l'heure de votre expérience. C'est tout à fait ça. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Et puis, Damien Brochet. Vous êtes expert-chercheur au sein du CEREC, qui est le Centre d'études et de recherche sur les qualifications. Vous publiez régulièrement des articles, vous intervenez dans des colloques pour partager en fait vos recherches et vos réflexions autour des relations formation, emploi, travail. Et je fais juste une petite parenthèse. Vous venez de sortir un bref CEREC que moi j'ai beaucoup aimé autour des transitions pro. Et donc, je fais un peu de pub et je recommande à tous la lecture de cet excellent bref CEREC. Voilà, donc nous allons… Merci. Donc, nous allons commencer. Madame Seller, on avait envie de vous demander en matière de VAE, quels ont été vos constats et quelles ont été aussi les orientations, les grandes lignes de votre réflexion. Oui, merci beaucoup. Peut-être revenir rapidement justement sur ce qu'est la VAE. Je ne vais pas vous faire injure de penser que vous ne le savez pas, mais peut-être se redire quand même quelques éléments. En fait, la VAE existe depuis 2002. En réalité, d'ailleurs, si on veut remonter, elle existe avant, au moins sous une forme de validation des acquis professionnels. Mais en tant que telle, sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui, elle existe depuis 2002. L'enjeu derrière la VAE, c'est d'obtenir un diplôme sans passer par une formation académique. C'est aussi considérer que que dans sa vie professionnelle, tout n'est pas joué à 20 ans, ou au moment de la formation initiale, où on arrête ses études en formation initiale, qu'on continue à apprendre, à se professionnaliser tout au cours de sa vie professionnelle, et que du coup, on peut progresser. Finalement, derrière la VAE, il y a une idée autour de ce qui était ce vieux concept, entre guillemets, de la promotion sociale et professionnelle qui doit vivre et qui s'incarne, qui est cette idée qu'on progresse tout au long de sa vie, qui d'ailleurs s'incarne autour de cette idée de la formation tout au long de la vie, qui figure comme un des objectifs dans notre code du travail. Et qui traduit cette idée que tout au long de sa vie professionnelle, on continue à acquérir des compétences, des connaissances, des expertises, des savoirs qui sont utiles de valoriser. Et du coup, cette définition de la VAE, elle est finalement extrêmement actuelle. Et elle est extrêmement exigeante. Et par ailleurs, elle est même consubstantielle avec finalement notre idée du développement économique de notre pays, parce qu'on sait que j'ai envie de dire encore plus après la crise du Covid et dans la période de reprise, relance que nous sommes en train de vivre, que la compétitivité, elle va se jouer sur le front de la compétence. Les métiers ont toujours connu des évolutions au cours des siècles, pas simplement des dernières années. Et donc, il a toujours fallu s'adapter à l'évolution de ces métiers. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est la rapidité de ces évolutions qui se joue à l'échelle. À l'époque, ça se joue à l'échelle d'une vie professionnelle. Aujourd'hui, ça se joue à l'échelle de quelques années. Ce qui veut dire qu'on doit parier
parce que c'est un gain individuel, mais un gain collectif, sur la capacité à valoriser ses compétences, à les faire progresser, à en avoir conscience. Parce qu'encore une fois, c'est pas simplement un défi individuel ou un besoin individuel de reconnaissance et de valorisation dans le cadre de sa carrière ou de son parcours professionnel, c'est aussi un défi collectif. Donc voilà, j'avais envie de vous dire ça en introduction, peut-être dans une introduction un peu plus large, mais qui est, à mon avis, très importante parce qu'elle situe la question et l'enjeu pour le gouvernement. Ça veut dire qu'on a le devoir, un devoir collectif, un devoir commun, de permettre aux gens, aux actifs, de prendre conscience des compétences dont ils disposent et de se placer dans cette logique de la société des compétences qu'on appelle de nos voeux. Et derrière on va dire, ce slogan de la société des compétences, il y a quelque chose autour de l'idée de faire de la compétence un objet palpable pour les gens, quelque chose qui puisse s'approprier, qui fasse sens, qui prenne corps et qui ne soit pas simplement un concept. Aujourd'hui, la compétence est un concept pour beaucoup de nos concitoyens qui ne s'incarne pas dans quelque chose de concret. Si on ne réussit pas, et par ailleurs, aujourd'hui, la formation fait peur encore à beaucoup de nos concitoyens, en particulier, comme vous le signalez, ceux qui sont peut-être les plus éloignés de l'emploi. Quand on a eu un parcours scolaire, universitaire, réussi ou en tout cas qui n'a pas été marqué par trop d'échecs, on peut se projeter dans des formations professionnelles continues sans trop d'angoisse. Parfois, de toute façon, même quand on a eu un parcours scolaire sans embûches, on peut quand même s'inquiéter de se projeter dans un parcours. Quoi qu'il arrive, se dire qu'à l'âge adulte, on va recommencer à apprendre, on va continuer à apprendre, est quelque chose dans lequel il faut forcément s'impliquer. Moi, j'ai coutume de dire, et je crois que c'est très important, il faut qu'on rende l'acte de formation, il faut qu'on banalise le recours à la formation, l'acte de se former, sans en faire un acte banal. Se former ne sera jamais un acte banal, il faut qu'on s'implique dedans, mais il faut qu'on le banalise au sens où ça doit moins faire peur et ça doit devenir finalement des moments indispensables de sa carrière et de sa vie professionnelle. Et donc, si on veut réussir ça, la VAE, c'est-à-dire cette idée qu'on peut acquérir un diplôme, un titre, sans passer par une formation académique, en faisant reconnaître ce que l'on sait, ce que l'on a appris, de façon formelle ou informelle, est tout à fait essentiel. Et les badges contribuent aussi à cette logique-là, à cette dimension-là. Évidemment, alors je vais y revenir, la VAE et les badges sont liés, ils vont vivre à côté, ils vont se nourrir mutuellement. Ce ne sont pas exactement les mêmes objets, les mêmes objectifs. Mais vraiment, je crois beaucoup et nous devons porter un projet dans ce sens pour faire reconnaître les compétences qu'on a acquises. C'est très important pour créer l'envie d'apprendre, pour donc dépasser les craintes que j'évoquais, qui existent toujours quand on se lance adulte dans un parcours de formation, mais aussi pour rendre la formation possible, accessible, et donc pour finalement renforcer les chances d'insertion et améliorer les compétences d'un territoire. Moi, j'ai envie de dire, demain, il ne faut plus qu'on puisse démarrer un parcours de formation sans avoir pu valoriser une partie des compétences qu'on a acquises. Demain, il faudrait que nous ne puissions plus jamais faire un parcours de formation complet, entre guillemets, au sens où on a toujours quelque chose à faire reconnaître au titre de son expérience. Et donc, il faudrait toujours qu'il y ait un bout qui soit reconnu et qu'on ne fasse qu'un bout de parcours de formation. C'est ça le monde dans lequel il faut, et c'est qu'on doit construire collectivement. C'est à ça que sert les badges, c'est à ça que va servir la VAE. Ça veut dire qu'il faut aussi qu'on change notre façon de se former, d'apprendre, de transmettre des compétences, des connaissances. Ça veut dire qu'on doit rendre systématique cette idée de valoriser les acquis parce qu'il y a toujours quelque chose qui est acquis et qu'il y a toujours quelque chose à capitaliser. Et c'est ça autour de notre projet de VAE. Alors, peut-être pour répondre plus directement à votre question, il y a donc cette intuition très forte que nous portons, qui ont conduit la ministre du Travail avec l'ensemble des ministères qui sont impliqués, qui sont les autres ministères certificateurs, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture, enfin, de la santé et de la solidarité, a commandé un rapport sur la VAE et le devenir de la VAE.
qui fait des préconisations qui sont très engageantes, très exigeantes, et sur lequel on va maintenant passer à une phase plus active. La première étape, c'est, et je pense que Olivier Gérard pourra sans doute le détailler également, on va se lancer dans une phase d'expérimentation, expérimenter pour favoriser le passage à l'échelle. Et donc, grâce à ce rapport qui a été réalisé par 3 experts, hein, et qui va bientôt être publié, enfin en tout cas rendu public, on va pouvoir passer à une phase d'expérimentation. Et donc l'expérimentation, l'idée c'est de la conduire dans le secteur du soin et de la santé, dans lequel on sait qu'il y a beaucoup de besoins de compétences aujourd'hui et des enjeux très forts de reconnaissance, qu'on va conduire avec l'ensemble des ministères qui sont impliqués, et qui montre aussi d'ailleurs que si on veut renouveler ces approches, finalement la VAE, elle se conjugue aussi très fortement avec de nouvelles façons d'apprendre et notamment avec la formation en situation de travail, notamment dans le secteur du soin et de la santé. On peut conjuguer voilà, ces nouvelles façons de faire et d'apprendre. Et donc, notre optique, c'est de le faire par la logique de l'expérimentation, avec l'ensemble des ministères impliqués. Et ensuite de tirer des conséquences de cette expérimentation avant de pouvoir généraliser des éléments. Et puis, je pense qu'Olivier Gérard y reviendra également. On travaille, on réfléchit à la mise en place d'une start-up d'État qui aurait pour objectif de pouvoir fluidifier aussi toutes les démarches autour de la VAE. Ça pose un certain nombre de questions qui sont encore en train, on est plutôt dans une phase de préfiguration et de réflexion autour des modalités de mise en œuvre. Mais la place des badges, notamment, elle est très directement impliquée. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on détient un badge et qu'on fait reconnaître un badge qu'on obtient automatiquement la certification. La VAE, elle passe par des mécanismes qui sont aussi des mécanismes de reconnaissance et de validation qui impliquent les ministères certificateurs. Ce ne sont pas exactement les mêmes exercices, mais on sait très bien que voilà, se placer dans une logique où on va faire reconnaître un badge de compétences, c'est aussi prendre de la distance avec ce que l'on sait, ce que l'on a appris, et ça participe de cet objet didactique qui est aussi celui de la VAE. Et c'est finalement un objet didactique qui nourrit et qui peut nourrir un projet de VAE, et c'est pour ça que les deux démarches sont voisines, cousines, et se nourrissent mutuellement. Donc voilà l'optique dans laquelle on se place, et plutôt dans une façon qui est à la fois très ambitieuse et très modeste, qui est d'expérimenter, de se donner aussi le droit à l'erreur avant de pouvoir généraliser, et de faire profiter finalement l'ensemble de nos concitoyens de ces formidables potentialités que sont cette reconnaissance des acquis dont nous disposons tous. Merci beaucoup. Merci pour cet exposé extrêmement intéressant et porteur de plein de belles choses. Je vais donc maintenant m'adresser à Olivier, que vous avez cité tout à l'heure, Olivier Gérard. Est-ce que Olivier, vous pouvez nous en dire plus sur ce projet, ces échéances, pardon, et nous en dire un peu plus? Oui, alors bonjour à tous. Alors, on a parlé tout à l'heure de REVA. REVA, ça veut dire quoi? C'est reconnaître et valider. L'idée de la mission exploratoire qu'on construit sous l'impulsion de Karine Seller, c'est justement de regarder, d'étudier un certain nombre de points qu'avait soulevé notamment l'excellent rapport Rivoire, hein, qui préconisait un certain nombre de choses. Et donc, nous allons travailler, nous sommes en train de finir la constitution en tout cas la structuration d'une expérimentation à échelle pour pouvoir alimenter la réflexion de la haut-commissaire et de la ministre en vue de réformer le système. Alors, on a plusieurs objectifs dans ce projet REVA. Le premier enjeu, c'est de répondre au problème de fluidification du parcours de la phase de recevabilité de la VAE, puisque on sait que ce démarrage est quelque chose de compliqué et de lourd et que nous visons à fluidifier un peu les choses et à regarder comment nous pouvons simplifier, remettre le certificateur au cœur du système et voir comment on peut s'affranchir de toute cette dimension administrative
administratives et techniques sur lesquelles en fait on a beaucoup de difficultés, notamment avec les plus faibles niveaux de qualification. L'idée, c'est de créer une logique de parcours dynamique qui ne s'arrête pas à la certification, mais qui est la logique d'entrer un parcours, comme le soulignait tout à l'heure Karine. Dans ce diagnostic qui doit être posé sur la phase de recevabilité, il y a deux éléments essentiels. Le premier élément, c'est celui qui pourrait intégrer une logique de certification, donc d'aller vers une logique de construction de ce parcours de certification, de choix de certification, mais aussi de valoriser tout ce qui relève des compétences informelles ou formelles qui ne sont pas dans le cœur du métier. C'est effectivement de voir comment on va pouvoir intégrer les open badges de manière structurée et structurante pour l'individu, bien évidemment, dans sa logique de parcours. Donc, une première phase de fluidification du parcours de la phase de refaisabilité en intégrant une logique de la reconnaissance. Deuxième enjeu de la mission, et le rapport Ivoire Soubien-Guécha l'avait souligné, c'est comment on peut permettre un accompagnement dynamique dans toutes les phases du parcours du candidat, parce qu'aujourd'hui, ce parcours est laissé un petit peu à la libre organisation de l'utilisateur, voire des certificateurs, voire des centres de formation, et donc de bien mettre l'accompagnement au cœur du système, notamment pour les plus faibles niveaux de qualification. Donc, on va regarder comment on peut trouver des solutions pour créer quelque chose qui n'existe pas, d'accompagnement tout au long du parcours. Et enfin, le troisième enjeu de l'expérimentation, c'est la création d'une plateforme numérique, la plateforme REVA, qu'on appelle comme ça pour l'instant. L'idée de la plateforme, c'est quoi? C'est de dire, premièrement, chaque certificateur a son propre système expert, ils ne se parlent pas entre eux. Comment on peut aussi faciliter l'accès aux certifications, comment on peut créer des passerelles à partir d'une plateforme unique, comment l'individu peut créer son propre portefeuille de compétences, c'est-à-dire ses expériences, les valoriser, y mettre ses stages, y mettre ses badges, y mettre les parcours validés. Et donc, à partir d'une start-up d'État, effectivement, brique après brique, nous allons commencer à envisager la création d'une plateforme. Contrairement à ce qui se fait d'habitude, et c'est en ce sens-là que je trouve la démarche aussi intéressante, en tout cas c'est la volonté de la haut-commissaire de le faire comme ça, c'est que nous n'allons pas créer de but en blanc une plateforme qu'on mettra à disposition dans 2 ans, dans 3 ans. L'idée, c'est d'avoir une plateforme qui va fonctionner en mode projet, c'est-à-dire que dès la fin de l'année, si nous lançons la phase d'expérimentation, nous pourrons travailler, même vraisemblablement à l'automne, à intégrer des premiers blocs pour pouvoir tester. Et l'idée, c'est que la plateforme se construise à partir des utilisateurs, donc des bénéficiaires. C'est important de le souligner, mais avec aussi les certificateurs et les partenaires du parcours de la VAE. Dans cette phase d'expérimentation que nous allons conduire, Karine l'a un peu précisé, nous allons travailler avec 2 groupes panels test. Le premier groupe sera un groupe avec 5 certificateurs, les 4 précités, enseignement, éducation nationale, santé, cohésion sociale, agriculture et travail, et une branche professionnelle. Et donc, nous allons suivre de bout en bout des utilisateurs dans un parcours pour pouvoir poser les hypothèses, reprendre les hypothèses du rapport Ivoire et se dire bah oui, c'est intéressant et voilà comment on va pouvoir simplifier les choses. Donc ça, c'est une première cohorte et une deuxième cohorte qui sera en projet collectif, cette fois-ci porté par Pôle emploi, sur les mêmes diplômes, sur la même démarche, mais avec une approche d'accompagnement collectif. Donc, autour des métiers du CARE, 7 à 8 titres et diplômes plutôt de niveau 3, et dans lequel il y aura bien évidemment, nous avons décidé de le faire hier, d'intégrer une entreprise dans le banc test qui portera l'expérimentation et qui suivra l'expérimentation collective avec un objectif bien évidemment d'insertion. Voilà, donc on est sur une logique de construction. Ouais. On est sur une logique de construction, de co-construction, d'une politique je dirais, vraiment de brique après brique et de tester les choses. Ce ne sera pas un big band. L'idée, c'est vraiment dans une méthode extrêmement agile et bien évidemment d'avancer de cette manière-là.
D'accord. Oui, donc une approche extrêmement agile et en même temps un souhait bien évidemment d'emmener tout le monde et d'emmener Absolument, tous les acteurs, voilà, les partenaires et les acteurs en tout cas. bien sûr. Ok, bah écoutez, Alors, merci beaucoup. j'ai une toute petite question là qui arrive, auquel je peux répondre. Votre plateforme sera-t-elle en lien avec les plateformes PIX? Bien sûr, c'est un des enjeux. La plateforme, elle doit être en lien avec tout le monde. Je pense à l'expérimentation qui est conduite dans le cadre d'une start-up d'État avec Dagorian, que Karine connaît bien. PIX, bien évidemment aussi. C'est-à-dire qu'on va reprendre les choses qui se font, les bonnes pratiques, et nous aurons tout au long de l'expérimentation une mission d'évaluation qui va fonctionner de bout en bout pour qu'à la fin de l'expérimentation, dans les premiers mois de l'année, nous puissions avoir l'évaluation qui va qui va suivre bien évidemment les deux cohortes, mais en même temps, regarder tout ce qui se fait ailleurs et comment nous allons pouvoir faire des liens les uns avec les autres. Voilà. Super. Merci beaucoup. Bien, je vais maintenant m'adresser en fait à Laure, Laure Garot. En fait, Laure, j'avais envie de vous demander, suite à la présentation de cette mission, de ce projet, quels vont être, d'après vous, les apports pour les entreprises, pour les salariés? Qu'est-ce que ça va changer, en fait, vous qui êtes en entreprise et qui accompagnez des salariés? Oui, alors d'après moi, par rapport à ce que j'ai pu entendre, ce que j'ai aimé, c'est la simplification aussi, puisque en tant que RH, responsable formation, c'est déjà ça aussi pour nous, c'est de simplifier le process pour pouvoir donner les explications aussi aux collaborateurs. Qu'on soit dans une grande entreprise ou dans une petite entreprise, là, ça va être différent. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on va simplifier le système, parce que la VAE, c'est ce qui était dit en introduction, c'est une nébuleuse, que ce soit les RH en entreprise, que ce soit les collaborateurs. Donc, c'est vrai que c'est bien de pouvoir simplifier. Et ce qui est bien avec les Open Badges, c'est de faire ce lien aussi avec les compétences. Et on le disait, on apprend tout au long de la vie. On a des compétences qu'on acquiert, que ce soit dans le monde professionnel, mais aussi à côté avec le monde associatif. Et c'est des compétences qui aujourd'hui ne sont pas du tout valorisées. Et c'est vrai ce que vous disiez aussi, moi je le remarque avec les collaborateurs que j'ai pu accompagner sur des VAE individuelles et collectives, c'est cette complexité aussi quand on est sorti d'un cadre scolaire habituel comme on a pu l'avoir, de se dire comment je vais faire pour entrer dedans? Est-ce que je vais être assez compétent pour pouvoir y arriver? Et c'est vrai que c'est souvent les gens qui ont peu de qualifications qu'on doit accompagner et qu'on doit, j'ai envie de dire, coacher. Et donc, si on simplifie beaucoup de choses, si dès le départ, on leur dit, tu as déjà des compétences qui sont validées, comme des UV qu'on va valider, et du coup, ça va être aussi plus simple pour eux, ça va être plus simple de les envoyer vers cette montée en compétences et leur montrer aussi qu'ils peuvent acquérir des diplômes, des titres, des certifications, même une fois dans le monde de la vie active. Merci. Paquita, on ne t'entend pas. Si tu souhaitais parler, ton micro est coupé. Oui, je l'avais coupé. Excusez-moi. Je te laisse la parole, Philippe. Désolée. Merci beaucoup, Madame Garot. Je vais passer à Muriel Moujard. Je me permets de l'interroger car je la connais un petit peu. Nous travaillons ensemble en Normandie et j'avais une question concernant les activités autour de la reconnaissance, de la validation des acquis, bilan de compétences, donc des activités que vous connaissez bien, Madame Moujard, puisque le CIBC accompagne les personnes pour obtenir une certification, pour reconnaître des apprentissages informels. Et vous avez même le projet à Évreux de créer une maison de la reconnaissance. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet et comment est-ce que vous voyez l'articulation entre validation et reconnaissance? Et quelle place des Open Badges dans ce projet? C'est une question importante pour les CIBC, puisque vous le savez, les CIBC travaillent essentiellement sur l'identification et la reconnaissance des compétences, et ce, depuis de très nombreuses années et sur l'ensemble du territoire, puisqu'ils interviennent bien entendu sur le bilan de compétences, mais aussi sur les points relais conseils
qui sont, à mon avis, un acteur essentiel de la VAE encore aujourd'hui, et sur l'accompagnement à la VAE. Voilà. Et on a ajouté à cela, effectivement, depuis, à partir de la Normandie, mais ça s'étend à l'ensemble du territoire, la question de la reconnaissance ouverte. Effectivement, depuis fin 2017, il y a un certain Philippe Petitqueux qui avait fait le buzz à Caen avec une formation où Serge Ravet, François Millet intervenaient également. C'est là qu'on a découvert les badges numériques et on s'est engouffré dans cette idée effectivement d'une articulation entre reconnaissance non formelle et reconnaissance formelle. Voilà, donc il y a plusieurs expérimentations qui sont menées sur les territoires par les CIBC. Et notamment, effectivement, en Normandie, c'est ce dont je veux vous parler plus précisément, puisque je suis plus à l'aise là-dessus. Mais voilà, en tout cas, nous, on a déjà démarré les expérimentations, donc c'est l'objet, je vais pouvoir vous raconter ça un petit peu. Donc, en Normandie, en fait, on a deux expérimentations principales. À Saint-Lô, dans le cadre du plan de développement des compétences, du PIC 100% inclusion, en fait, qui nous permet voilà, le luxe de pouvoir expérimenter beaucoup de choses auprès des publics les plus fragiles. Et effectivement, dans l'Eure, où nous travaillons également avec le Conseil départemental de l'Eure sur le service de l'insertion et de l'emploi, le service public de l'insertion et de l'emploi, et en parallèle avec le Conseil régional de Normandie pour le point relais conseil VAE. Voilà, c'est ça qui est intéressant sur le département de l'Eure, c'est qu'on a les deux et qu'on peut effectivement du coup expérimenter des formes d'articulation. Donc, juste voilà, ce qu'on fait au niveau de la reconnaissance non formelle, pour illustrer un petit peu, c'est exactement ce qu'a évoqué Karine Seller tout à l'heure, et vraiment, on rejoint tout à fait ce point de vue-là. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'indiquer aux personnes qu'elles apprennent vraiment tout au long de leur vie, dans tous leurs actes de la vie quotidienne, voilà, et de leur vie professionnelle, bien entendu, mais qu'en gros, on est tous compétents et qu'on mobilise les compétences à tout moment. Et du coup, de partir en développant ce sentiment de compétence, je rejoins tout à fait, enfin tout le monde est d'accord avec ça manifestement autour de cette table virtuelle, que c'est parce qu'on commence à valoriser ce sentiment de compétence, ces compétences, qu'on va donner de l'appétence pour le développement de ces compétences. Voilà. C'est ça qui fait rentrer les personnes en dynamique dans le développement de leurs compétences. Donc, c'est primordial, effectivement, qu'avant toute action de formation, on ait la possibilité déjà de dire « Ok, j'ai déjà ça, maintenant, je vais continuer mon parcours de reconnaissance. » Donc, c'est vraiment l'idée qu'on est tous compétents, qu'on mobilise les compétences dans tout ce qu'on fait, que la valeur de nos compétences également, elle dépend de la nature et de la diversité des contextes d'intervention. C'est-à-dire que nous, sur ces territoires, on propose en fait ce qu'on appelle des situations apprenantes, où en fait, on va faire vivre aux gens des situations. Ça peut être des jeux, ça peut être des actions plutôt ludiques. On va chercher les personnes là où elles sont, par exemple pour les jeunes, les jeux vidéo ou les activités sportives. Et puis, petit à petit, on leur propose des situations qui se rapprochent de plus en plus du monde professionnel, aussi pour leur indiquer que ces compétences, elles se développent. Voilà, capacité d'organisation dans une équipe de foot, capacité d'organisation en entreprise. L'idée, c'est de montrer que sur la base, ce n'est pas la même chose, bien entendu, mais sur la base de ce qu'on a acquis dans la vie quotidienne, dans des situations tout à fait accessibles à tous et sur lesquelles ils ont envie d'aller, on peut voilà, capitaliser et glisser vers des situations de plus en plus professionnelles. Voilà, donc l'idée, c'est de monter tout un réseau autour de ces situations apprenantes, de façon à donner cette appétence au développement des compétences et à encourager les dynamiques pour des personnes qui, effectivement, quand on leur parle d'action de formation, faut pas se voiler la face, ils ne sont pas tous très, très chauds. Hein, et je crois qu'en entreprise, c'est pareil, il y a vraiment cette difficulté de faire entrer les gens en formation. Voilà, donc du coup, au-delà du parcours de formation, Karine Seller a parlé de formation tout au long de la vie, l'idée c'est aussi de faire rentrer les gens dans un parcours de reconnaissance. Voilà. Et ça, au niveau des CIBC, on est persuadé que ça s'accompagne. Voilà, on insiste un petit peu là-dessus, sur l'accompagnement, parce que c'est une vraie stratégie en fait qu'il faut mettre en place. Quelle situation je vais aller vivre ? Comment je vais construire mon parcours finalement? Est-ce que je vais directement à la certification ou est-ce que je passe effectivement par la reconnaissance non formelle? Ça dépend de mon objectif, ça se réfléchit.
Et en même temps, pour identifier mes compétences, il va falloir que je développe une capacité réflexive qui n'est pas donnée à tout le monde. Et en plus, même chez les personnes qualifiées, se regarder pédaler, ce n'est pas toujours si évident que ça. Le fait d'avoir un accompagnement extérieur, ça peut quand même favoriser. Donc voilà, l'idée, c'est de mettre en place ces outils et ces acteurs au plus près des territoires pour que les personnes soient accompagnées dans cette réflexion et dans cette mise en place de stratégies. Donc, on a du coup les points relais conseil VAE et l'idée, c'était effectivement d'ouvrir des lieux de la reconnaissance. Voilà, on s'est bien amusé à essayer de déterminer ce que c'était. En gros, c'est un lieu, alors à Évreux, ça y est, c'est ouvert, on va en ouvrir un, j'espère, d'ici un mois ou deux à Saint-Lô. L'idée, c'est de faire un lieu accessible, hyper visible. Donc, en gros, on a pris un magasin en ville, voilà, une vitrine, un truc rentré. On n'a rien à vendre, en fait. On vous propose juste d'être reconnu. Et dans ce lieu-là, on peut avoir de l'information sur la reconnaissance, quelle que soit la forme. Soit je souhaite accéder à une certification, soit en fait, voilà, je veux être reconnue, dites-moi comment je peux faire, mais j'ai peu d'expérience ou je n'ai pas forcément envie tout de suite de rentrer dans un dispositif qui paraît encore aujourd'hui un peu lourd. Peut-être que ça va changer grâce à Reva, mais pour le moment, c'est encore un petit peu compliqué, même si vraiment tous les moyens existent avec les points relais conseil. Le financement de la VAE est vraiment très, très facile à mettre en place. Bon, ça paraît encore parfois compliqué pour certaines personnes. Donc, l'idée, c'est d'avoir un lieu où ils peuvent être accompagnés dans… Voilà, j'ai envie de faire mon selfie badge, voilà, pour ceux qui savent ce que c'est. Je vais faire mon propre badge pour reconnaître, eh bien, voilà, il y a un ordinateur, on peut faire ça. Mais c'est aussi, j'ai envie d'ouvrir un compte Open Badge ou un compte CPF. Voilà, comment je peux être aidée tout simplement là-dedans. Alors, je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais pour le moment, je vous avoue que ça fonctionne un petit peu en silo. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent pour la VAE et il y a d'autres personnes qui viennent pour la reconnaissance ouverte. Et tout l'enjeu, mais on va y revenir, je pense, plus tard, c'est de réussir à articuler les deux, c'est-à-dire peut-être proposer aux personnes qui sont venues pour une certification d'autres formes de reconnaissance. Mais je ne vous cache pas que pour l'instant, ils sont focus sur leur certification. Et peut-être, et là c'est peut-être un petit peu plus facile, amener les personnes qui étaient venues pour la reconnaissance non formelle à se rapprocher petit à petit d'une certification s'ils ont l'expérience professionnelle qui le permettent. Juste attention au risque, il ne s'agit surtout pas de donner des diplômes en chocolat aux personnes qui ne peuvent pas atteindre la certification. Voilà, à nous de le faire intelligemment, de façon à ce que ce ne soit surtout pas perçu comme ça et qu'effectivement, ce ne soit pas ça. Merci. J'avais une petite question complémentaire concernant Badgeon la Normandie. Le conseil régional est en train de travailler sur un programme qu'il appelle la Normandie Badge les compétences et qui consiste justement à essayer à expérimenter on va dire la mise en œuvre d'un écosystème de badges, puisque nous avons depuis quelques années de nombreuses organisations qui produisent des open badges. Et la question, ça va peut-être faire suite ensuite avec le lien avec la valeur ou la reconnaissance des badges en entreprise, c'est comment est-ce que ces badges qui sont créés au sein des différentes organisations, comment on peut les relier pour en faire quelque chose d'utile pour les personnes sur un territoire. Alors, c'est vrai qu'il y a un microclimat en Normandie sur les badges numériques, donc c'est plutôt sympathique, puisqu'effectivement, le conseil régional porte les points relais conseil VAE d'un côté et de l'autre côté porte également une vraie politique qui n'est pas encore tout à fait mise en place, mais ça ne devrait tarder, de reconnaissance des compétences acquises de façon moins formelle avec les organismes de formation de la région. Donc, voilà. L'idée, c'est qu'encore une fois, pour le moment, c'est un petit peu chacun de son côté, mais en tout cas, on a un territoire sur lequel, j'ai entendu qu'il y avait des expérimentations Reva avec des acteurs effectivement plutôt de l'État, on va dire ça comme ça, parce que les certificateurs, c'est quand même pas mal de l'État. Moi, de toute façon, nous, on fera des expérimentations en Normandie et ailleurs avec d'autres types d'acteurs qui sont les points relais conseil, les organismes de formation, enfin voilà, tous les autres acteurs qui sont impliqués dans le dispositif de VAE et développement des compétences.
Donc, l'idée pour le moment, c'est de voir effectivement comment ces deux choses-là peuvent s'articuler. Alors, ce qui est intéressant sur notre territoire, c'est qu'on est effectivement plusieurs acteurs à faire des choses différentes. Et du coup, tout l'intérêt de Badgeons la Normandie, c'est de se retrouver pour avoir des échanges sur ce qu'on fait, parfois des échanges houleux, c'est rigolo, mais ça nous fait avancer. Enfin, il n'y a pas de formation aujourd'hui pour les personnes qui veulent développer des systèmes de reconnaissance ouverte, donc c'est vraiment par la confrontation et le dialogue entre acteurs qu'on arrive à avancer, qu'on arrive même à développer des fonctionnalités nouvelles sur les plateformes de badge, parce qu'au fur et à mesure des expérimentations, on se rend compte qu'il y a des besoins qu'on a auxquels les plateformes ne répondent pas. Donc voilà, grâce à des financements pour l'expérimentation, on peut financer un certain nombre de choses et continuer à avancer. Il y a énormément de travail parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à explorer sur cette articulation. Par contre, pour le moment, ce qui ne relève pas uniquement de nous, ce sont les usages. C'est-à-dire quels usages vont être développés en entreprise ou par les branches professionnelles pour qu'effectivement ces badges-là, en gros, les badges, ce sont des clés. Voilà. C'est souvent ce qu'on dit, ce sont des clés qui ouvrent effectivement des portes. OK, mais il faut plus de portes. Voilà. Pour le dire simplement, il faut beaucoup plus de portes, c'est-à-dire qu'il faut que les personnes ils voient l'intérêt d'avoir un badge numérique. Ça veut dire qu'en face, il faut que ça leur donne accès à quelque chose. Alors peut-être avec la région, on va pouvoir développer un accès aux formations, comme le disait Karine Seller tout à l'heure. Voilà, les prérequis pour entrer en formation aujourd'hui, ce sont des tests ou un niveau de diplôme. J'espère que demain, en tout cas en Normandie, ce sera avoir certains badges qui montrent que je me suis impliquée dans mon parcours et que je suis suffisamment organisée, compétent avec les outils numériques, etc., pour accéder directement à la formation. Mais d'autres usages sont vraiment à développer, et pas seulement au niveau des territoires, mais aussi de façon beaucoup plus transverse avec les branches professionnelles, avec les grandes entreprises. C'est ce qui nous permettra, je pense, de passer à une deuxième vitesse. Eh bien, merci beaucoup, Muriel. Ça me permet une bonne transition avec Damien Brochier. Damien, dans votre dernier bref CEREC, vous indiquez que la crise socio-économique actuelle appelle sans doute une gestion plus ambitieuse des transitions professionnelles, notamment pour les salariés les moins qualifiés. Est-ce que vous pensez que cette réinvention de la VAE, ce projet de réinvention, les outils qu'on y propose, pourraient y contribuer? Je pense donc, effectivement, je pars du document là, dont vous parlez, le bref que j'ai fait. En fait, dans ce document, je suis parti du constat, qui n'est pas du tout nouveau, hein, que les situations de crise, elles engendrent des reconversions qui sont souvent très peu favorables aux salariés les moins qualifiés. Donc, je suis parti de cette question, de dire pourquoi finalement c'était favorable, ce qu'on voit bien à travers un certain nombre de travaux du CIREC, c'est que les salariés les moins qualifiés sont souvent placés dans des situations professionnelles. Je pense que tous les gens qui sont effectivement autour de la table virtuelle le savent bien, qu'ils n'ont pas mis en situation d'évoluer professionnellement. Et donc, du coup, l'exemple qu'on a par rapport à ça, c'est un travail qui montre, à partir d'une enquête auprès des parcours de salariés dans les entreprises françaises sur 4 ans, que 12% d'entre eux, qui regroupent souvent surtout des employés et des ouvriers peu qualifiés, ont des parcours qui sont souvent bloqués, hein, et qui se caractérisent par le fait qu'ils ont ni changement de poste, ni évolution professionnelle, et qu'ils n'ont qu'un accès minimal à la formation. Et donc, du coup, ils sont peu préparés de fait à d'éventuelles reconversions parce qu'ils ont une très faible expérience de la mobilité professionnelle. Et donc, du coup, le problème, c'est qu'ils sont bloqués parce que très souvent, dans les reconversions, ces personnes choisissent finalement des solutions qu'on leur propose, qui sont souvent des primes de départ ou des pré-retraites pour les plus anciens. Donc, moi, je suis parti de cette idée, je vais bientôt arriver à la VAE, hein, ne vous inquiétez pas, je suis parti de cette idée pour regarder quels pouvaient être les leviers sur lesquels il serait possible d'agir pour que ces salariés qui sont potentiellement vulnérables, ils aient une autre trajectoire qui leur permette d'accroître leur perspective de mobilité sur le marché du travail. Donc, l'enjeu, à mes yeux, c'est effectivement que
ces salariés puissent acquérir des compétences transversales ou alors, et on va bientôt arriver à la VAE, prendre conscience qu'ils disposent effectivement de compétences transférables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisées dans d'autres contextes professionnels que celui dans lequel ils sont. Alors, parmi ces leviers, il y en a un que je n'aborde pas tout de suite, j'y reviendrai tout à l'heure quand on reparlera des badges, qui est effectivement tout ce qui, on a déjà pas mal parlé, tout ce qui concerne la question des certifications professionnelles, mais j'y reviendrai, je pense, tout à l'heure dans la deuxième partie. Et je voudrais me concentrer sur effectivement la deuxième catégorie d'actions possibles qui touche justement à tout ce qui est le soutien à la mobilité des individus. Et dans ce soutien à la mobilité, on peut classer la VE, mais je l'inscris, moi, dans le cadre plus large de tout ce qui est la mobilisation des dispositifs qui s'appuient sur l'expérience des individus au travail. Parce qu'effectivement, bon, ça a été dit plusieurs fois déjà, le principal capital dont disposent les salariés les moins qualifiés, qui ont souvent quitté l'école en situation d'échec, c'est la maîtrise de leur expérience au travail, plus que la maîtrise de savoir académique qu'ils n'ont souvent pas pu avoir jusqu'à un certain niveau. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je pense qu'il y a deux leviers qui doivent être effectivement étroitement articulés, qui sont effectivement la validation des acquis d'expérience, mais aussi les actions de formation en situation de travail. Et je pense, alors pour répondre directement un peu à votre question, que la réinvention de la VAE, tout ce qui est dans le rapport qui va bientôt sortir, et bien effectivement, ça recoupe beaucoup de ces choses-là. Alors moi, en reprenant un peu ce qui a été dit dans ce futur rapport, c'est effectivement l'idée de la VAE de parcours. Et donc ça, je pense qu'effectivement, l'idée, c'est que on s'inscrit, on n'est plus finalisé sur automatiquement l'obtention d'un diplôme, voilà, d'un seul diplôme, d'une seule certification, mais l'idée, c'est qu'à travers une VAE, on puisse apprendre à développer ses compétences de différentes manières et surtout par paliers. Alors, il y a 2 jours, j'étais dans une réunion avec Laurence Martin, qui est la directrice de la promotion des ateliers pédagogiques personnalisés, que je pense un certain nombre d'entre vous connaissent, et qui a employé l'expression que je reprends là de l'idée qu'il fallait une logique des petits pas en continu dans un parcours. Moi, je trouve très important cette idée qu'à travers la réinvention de la VAE, on crée finalement des nouvelles marches d'escalier pour permettre effectivement, dès le départ, à un salarié qui a très peu de diplômes, voire qui n'en a pas du tout, de pouvoir effectivement se réintégrer dans une dynamique, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, Karine Thibert, de promotion sociale, et que ça lui donne dès le début l'appétence à continuer. Et dans ce cadre-là, moi, je pense qu'effectivement, le deuxième point, c'est qu'effectivement, la VAE ne doit pas donc s'attacher à reconnaître et à valider seulement des certifications complètes, mais qu'elle doit reconnaître ce que j'appelle un peu des parts d'expérience significatives. Et ces parts d'expérience, elles vont s'agréger et en étant complétées, le cas échéant, par des formations formelles, elles vont pouvoir conduire à des certifications complètes. Donc ça, je pense que c'est effectivement un enjeu important. Alors, pareil, je vais donner un exemple que j'ai eu aussi dans une autre réunion il y a quelques jours, qui était consacrée à une expérimentation sur la FEST, en tout cas en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la FEST pour des demandeurs d'emploi. Et il y avait le témoignage d'une gérante d'un magasin bio qui a utilisé la FEST pour le recrutement d'un demandeur d'emploi qui était un demandeur d'emploi de niveau CAP, alors qu'elle avait l'habitude plutôt de prendre comme personne occupée des gens qui avaient plutôt des niveaux supérieurs au bac, voire bac plus 2, voire un peu plus. Et donc, cet individu était très motivé par le bio, mais il n'avait pas de compétences commerciales. Et grâce à une action d'APES qui a porté sur les compétences mobilisables dans la relation client, vraiment l'échange, le face-à-face avec le client, et puis sur tout ce qui est concerné à la situation de travail de l'encaissement, eh ben, en allant observer ce que faisait ce salarié, l'APES a vraiment permis de lever les blocages de ce jeune demandeur d'emploi et a conduit la gérante à le recruter. Derrière ça, moi, il me semble que typiquement, c'est vraiment pour illustrer très concrètement les choses, derrière l'évolution des compétences de ces personnes, il y a l'idée qu'à travers la VAE, et peut-être, on y viendra tout à l'heure, à travers des badges, on puisse reconnaître déjà des compétences qu'elle exerce sur ces deux parts très spécifiques de son activité, et que ça puisse éventuellement rentrer
comme un élément d'un bac pro au commerce, par exemple métier et services, qui pourrait être la finalité que se donnerait ce jeune, mais pas immédiatement, mais peut-être au bout de quelques années, à avoir exercé ce métier de vendeur dans un magasin. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur un peu les conditions qui me semblent importantes par rapport à ça, parce que sur le papier, on se dit que ça peut être très bien. Après, effectivement, comme vient de le dire l'interlocutrice précédente, il y a tout l'enjeu de dialogue entre les différents porteurs de validation et de certification pour pouvoir arriver à faire des articulations entre ces systèmes de certification. Damien, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez parler juste un peu plus près du micro? Pardon, j'étais un peu loin, oui. Ah oui, c'est bien mieux. Pardon, j'étais un peu loin, on me l'avait dit, excusez-moi. Oui, mais pas de souci. Merci beaucoup. Voilà, pardon. Merci. Voilà, j'ai terminé mon… Voilà. Merci beaucoup. Merci Damien. Je vous propose qu'il est déjà midi moins 10 de passer à quelques questions quand même du public. Je vais les prendre par ordre d'arrivée. Et puis parmi vous, les panélistes, hein, celui ou celle qui veut répondre, vous prenez la parole directement. Je vais supprimer la mise en évidence ici, voilà, de M. Brochier, et je vous remets en mode galerie. Donc, la première question qu'on avait eue, mais je crois que vous aviez répondu, Olivier Gérard, c'était est-ce que le numérique sera concerné par les badges et le lien avec la plateforme PIX? Oui, donc effectivement, le projet de plateforme, c'est un projet qui doit s'amarrer à tous les systèmes experts, des certificateurs bien sûr, éventuellement des organismes de formation, des institutionnels, hein, Pôle emploi, etc., mais aussi de ce qui existe déjà. Et la méthode de Betagouv, c'est de ne pas réinventer la poudre, hein, c'est-à-dire que globalement, ce qui a été développé par PIX ou par Diagorian sont des éléments pour nous extrêmement importants, et de voir comment justement, je pense notamment à Diagorian qui a validé un système, un peu système assez original sur des très, très bas niveaux de qualification, d'un système de reconnaissance qui n'est pas les badges, mais qui s'y approche. On va évidemment intégrer toutes ces bonnes pratiques et de voir tous les liens qui sont possibles avec cette plateforme. C'est l'idée de la plateforme, hein. Prenez l'exemple de France Connect, où en fait, à partir d'un seul numéro, l'user va sur un certain nombre de sites qui communiquent parfois entre eux, et c'est aussi l'objet de l'expérimentation. Merci. La question suivante, c'était comment pensez-vous associer les entreprises et les branches dans cette expérimentation? Alors, il y a donc une branche, je l'ai dit tout à l'heure, qui est la Oui. branche du particulier employeur, qui pèse un peu plus d'1 million de particuliers employeurs et qui a aussi l'originalité de travailler avec des individus dits, des salariés dits permittents, qui cumulent de nombreux employeurs, de nombreux statuts, mais aussi des périodes d'inactivité. Et l'idée, c'est d'associer cette branche-là parce qu'elle a énormément avancé sur les problèmes de blocs de compétences, de mini-blocs de compétences, et notamment d'accompagnement des publics les plus éloignés de l'emploi, souvent sans qualification. Donc cette branche va évidemment venir avec nous. Nous avons choisi une entreprise, pour l'instant je tairai le nom parce que nous attendons un centre d'arbitrage, mais une entreprise qui représente une autre convention collective, qui est la branche des entreprises privées de services à la personne, mais en même temps aussi des maisons de retraite, des résidences-services. Et donc, on aura un panel entreprise et également une branche professionnelle. Merci. Et Muriel Moujard, je sais que vous organisez bientôt les deuxièmes journées reconnaissance et emploi. Donc, c'est cette question d'embarquer les entreprises dans la réflexion. Est-ce que, par rapport à votre expérience, vous avez déjà des retours sur les entreprises, sur ces démarches de reconnaissance? Écoutez, justement, sur les services à la personne, nous, à Évreux, on travaille depuis très, très longtemps avec une société de services à la personne qui a en plus l'intérêt d'être dans le même groupement, un groupement économique solidaire avec une association intermédiaire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'association intermédiaire, c'est du placement de personnes en difficulté d'insertion pour, en général, des missions de ménage, de manutention, de jardinage, etc. Et créer du lien entre cette association intermédiaire et leur service, leur société de service à la personne. Donc, on travaille depuis plusieurs années avec eux pour la reconnaissance, pour l'accès à la certification avec des accompagnements VAE collectifs.
avant même de travailler sur les badges numériques, on avait travaillé avec eux sur cette question. Et déjà là, c'était vraiment évident que pour ces salariés, la VAE, ce n'est pas seulement l'accès à la certification, c'est aussi une occasion de conscientiser ces compétences, voire même une occasion d'échange de pratiques absolument fondamentale, parce que c'est par l'échange de pratiques qu'ils se rendent compte qu'ils ont véritablement des compétences. Je peux le mettre au féminin, parce qu'effectivement, ce ne sont que des femmes, qu'elles ont des compétences et elles voient, voilà, vraiment, elles caractérisent leur action parce qu'elles se rendent compte à cette occasion que la collègue, elle ne fait pas exactement de la même façon. Donc, elles s'enrichissent à la fois de la pratique de l'autre et en même temps, elles se disent, ah, du coup, ce que je fais, ça a de la valeur, quoi. Voilà, j'ai une véritable compétence que je mets en œuvre. Donc, on travaillait avec eux déjà depuis de nombreuses années sur cette question-là. Et là, aujourd'hui, on a avancé avec eux sur l'identification des compétences. Et dans le service à la personne, ce qui n'est pas évident, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à la relation interpersonnelle avec les personnes accompagnées. Et du coup, on a mis en place un serious game où en fait, voilà, ils sont mis en situation avec des aléas. Alors, ils le vivent en situation au domicile des personnes, mais c'est un outil qui leur permet d'échanger en disant, bah, voilà, ah, bah, moi, quand la personne âgée tombe, voilà ce que je fais. S'il n'y a plus de gaz, voilà, c'est bête comme chou, hein, c'est des aléas de la vie quotidienne. Et il y a un outil qui leur permet de situer leur ressenti par rapport à ça. Est-ce que ça me met en colère? Est-ce que ça m'angoisse? L'idée, c'est pas qu'elle situe du ressenti. L'idée, c'est qu'elle puisse en échanger et qu'elle puisse se rendre compte que là aussi, il y a de la compétence dans la gestion des émotions. Et c'est essentiel. Il y a aussi du technique, bien entendu, à côté, mais ce qui était le plus difficile pour nous à mettre en place dans Serious Game, c'est cette question de la gestion des émotions. Voilà. Et là, donc, ils seront là. Ils seront là dans les journées accompagnement, reconnaissance et emploi. On va également avoir un atelier de présentation de ce Serious Game. Et on est en train de travailler avec eux parce qu'on a pris notre temps. Je pense que la question de la reconnaissance en entreprise, il faut prendre son temps parce que ça vient impacter tout le process RH, le process de recrutement, les entretiens professionnels, la grille salariale. Enfin voilà, on ne va pas faire n'importe comment et très très vite. Donc avec eux, on commence seulement à se poser la question de la badgification. C'est-à-dire, ils identifient leurs compétences, ils se sentent reconnus. OK, maintenant, on va mettre un objet, comme disait Karine Seller tout à l'heure, un objet palpable sur leurs compétences qui va rendre visible et du coup, j'espère les faire rentrer dans un système où ils vont pouvoir discuter avec leur direction ou en mobilité externe plus facilement sur leurs compétences. Voilà, donc encore une fois, on a des choses à apporter dans les expérimentations. Olivier. Donc, Laure, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à prendre la parole hein, sur ce sujet-là. C'est vrai que oui, j'écoute tout le monde attentivement depuis tout à l'heure parce que forcément, c'est des sujets que je porte depuis quelques années. Et c'est bien de remettre la personne au centre de tout ça et comment on va réussir à faire élever les niveaux, comment dire, formatifs des personnes. Parce que souvent, on pense que les personnes vont vouloir aller sur les VAE pour justement changer de métier, etc. Et ce n'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que les open badges sont plutôt bien dans le sens où on va montrer les compétences que chacun a pu acquérir et comment. Et c'est vrai que les gens, ils ne changent pas de métier. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est une reconnaissance de leurs compétences, une reconnaissance, une fierté aussi de ce qu'ils amènent dans la société. Hein. Quand je dis société, c'est au sens large, entreprise, société dans le sens où j'ai des compétences que je valorise aussi dans le monde associatif. Hein. On a aussi quand même beaucoup de personnes qui militent dans des associations, j'ai envie de dire, on a des sapeurs-pompiers volontaires dans toutes nos entreprises, ça c'est des compétences qu'il faut aussi pouvoir valoriser. Et ça, c'est encore des choses qui sont encore pas faites, mais je pense qu'il y a un lien forcément demain à avoir avec l'éducation nationale. Moi, j'ai des enfants qui sont au collège, on est dans le choix des orientations, et c'est vrai que pour un enfant, c'est compliqué de savoir ce qu'il va vouloir faire demain. Par contre, il a déjà des choses qu'il aime et c'est de se dire comment demain on peut relier tout ça avec des compétences que nos enfants peuvent déjà avoir, cette sensibilité sur certains domaines et le monde du travail demain.
et justement peut-être arriver à éviter d'avoir trop de personnes en échec scolaire, comme on peut l'avoir encore aujourd'hui, ce qui est un peu dommage en 2021 de se dire qu'on a des personnes qui sortent du système scolaire et qui se retrouvent finalement pas avec, sans diplôme. Et demain, tout ça va certainement permettre de pouvoir éviter le décrochage des personnes et de mettre en avant en disant, bah oui, tu as des compétences et voilà les compétences que tu as et voilà ce que demain ça va pouvoir t'apporter. Plus qu'un métier, c'est je mise sur mes compétences et ensuite, on le disait dans le monde du travail, on apprend après on parlait d'AFEST aussi tout à l'heure, tout est lié finalement. Merci beaucoup, Laure Garot. Il y a pas mal de questions autour des dispositifs ou certifications existantes, notamment CLEA. Donc, ça rejoint un peu les réflexions qu'on a un petit peu développées déjà autour d'articulation, reconnaissance formelle, informelle et tous les dispositifs existants. Donc, plutôt une question pour Olivier Gérard, peut-être en premier lieu. Donc, le positionnement par rapport à CLEA. CLEA, c'est une certification scripto RNCP, donc on n'a pas de sujet. Ce qui est intéressant dans CLEA, en tout cas la nouveauté qui arrive dans CLEA, c'est la mise en service très prochainement par l'Agence de lutte nationale contre les tristes d'un serious game qui va aider les intervenants et les accompagnants des gens qui rentrent dans le processus CLEA à les positionner sur le niveau d'évaluation de leur illettrisme. En fait, il y a illettrisme et illettrisme, et EVA, ça s'appelle EVA, alors c'est un concours de circonstances avec REVA, mais EVA est une start-up d'État qui a testé avec notamment les missions locales et le service volontaire actif un serious game pour évaluer le niveau d'illettrisme des candidats, avec un objectif, c'est là encore de créer un parcours pour les amener vers CLEA. CLEA est une certification, donc ne pose pas de problème particulier dans la démarche. Merci. J'ai une autre question. Je regarde pour essayer de les regrouper un petit peu. Il y a des questions autour de la VAE collective. Alors, est-ce que dans REVA, il y a cette modalité-là qui est prévue ou pensée? Oui. Alors, j'ai eu l'accord hier de Pôle emploi, la Direction nationale de Pôle emploi. Ils vont repartir de ce qui avait été expérimenté, de ce qui a été mis en œuvre d'ailleurs par la GFOS PME et le cabinet VAE Les Deux Rives sur des approches collectives, des sortes de VAE express, des VAE inversés. Et donc, ce qu'on souhaite maintenant avec Pôle emploi, donc, qui s'est engagé hier dans le projet, c'est aussi de faire une deuxième cohorte d'une centaine de personnes, donc 5 groupes, sur des expérimentations collectives d'accompagnement express, de VAE inversé, pour qu'on puisse intégrer aussi, avec un véhicule qui était assez simple à l'époque, qui était la POE collective, d'expérimenter une approche collective d'accompagnement. Parce que je le disais tout à l'heure, l'accompagnement est au cœur du système, il doit être au cœur du système. Et donc, nous allons pouvoir expérimenter sur les mêmes métiers, sur les mêmes diplômes, en y associant aussi l'entreprise dans le processus de recrutement, des VAE collectives dans lesquelles on pourra d'ailleurs travailler sur les savoirs de base et sur CLEA. Je veux bien rajouter juste un mot là-dessus pour Damien Brochier qui parle, pour insister sur effectivement cette dimension de la VAE collective où on a travaillé aussi récemment là, avec la branche du BTP là-dessus, et effectivement toutes les expériences de longue date ont montré qu'effectivement et le témoignage qu'il y a eu tout à l'heure sur l'intérêt que des salariés parlent ensemble de leurs compétences, on retrouve aussi là-dedans, et je pense que c'est effectivement une dimension tout à fait fondamentale, parce qu'on sait très bien… Pensez bien à vous approcher, M. Brochier. Pensez bien à vous approcher, du micro, s'il vous plaît. Je suis près de mon micro là, mais je ne sais pas si… Oui, vous m'entendez là? Oui, voilà. Comme ça, c'est bien. Voilà. Non, mais je disais que c'était important que cette dimension d'accompagnement, on sait qu'elle est un très fort facteur de motivation et surtout de réussite des parcours de VAE pour les individus qui les suivent, parce qu'ils sont soutenus tout au long de leur parcours et ils s'auto-soutiennent les uns les autres, et ça me semble être tout à fait important. Merci. On a une question
vous aviez parlé, Olivier Gérard, de portefeuille de compétences, de badges, etc. tout à l'heure. Or, il existe déjà un passeport de formation, d'orientation et de compétences donc, qui devra être lancé bientôt. Est-ce que ça va être la même chose et comment est-ce qu'on va s'y retrouver entre ces différents portefeuilles? Je ne sais pas, parce que c'est le projet de la Caisse des dépôts Oui. qu'elle a construit un petit peu dans son coin. On va voir ce qu'on fait de ce sujet-là, comment on va pouvoir l'amarrer. En tout état de cause, la plateforme intégrera la logique d'un portefeuille de compétences numériques. Ça, c'est sûr aussi. Ce qui est important de souligner, je ne le dirai jamais assez, c'est que l'expérimentation, elle fédère tout le monde. D'ailleurs, je tiens à le souligner, malgré les difficultés, malgré les perceptions des uns des autres, les 4 grands ministères certificateurs sont avec nous dans l'expérimentation. Une branche professionnelle, l'idée de cette expérimentation, c'est qu'elle doit fédérer autour d'un objectif commun des grands principes. Parce que c'est vrai que chacun, jusqu'à maintenant, a eu tendance à construire ses trucs un peu dans son coin, un peu tout seul, en disant mon outil est le meilleur et le système est le meilleur. D'où l'idée de la plateforme, c'est que ce soit une structure ouverte et nous reprendrons bien évidemment tout ce qui est intéressant. Si le projet effectivement porté par la CDC peut être amarré dans notre système, bien sûr que nous le reprendrons. Merci. J'ai une question de Nicole de Pôle emploi. Dans la construction des pas à pas des parcours, pensez-vous intégrer les POE, les tests MRS? Donc, c'est immersion professionnelle, je crois. Oui, c'est exactement ça. Enfin, j'ai répondu un peu à la question. Ça fait l'objet de la discussion actuelle avec Pôle emploi au niveau national. Bien évidemment, dans les logiques de recrutement, nous intégrerons tous les outils de Pôle emploi et nous allons nous servir soit de la PE collective. Je ne sais pas sur quel véhicule Pôle emploi va faire son appel d'offres, a priori sur une POE individuelle collective ou sur de l'AIF. Je ne sais pas encore, on est encore dans les constructions techniques. C'est qu'une question de jours, mais bien évidemment, nous ne bouleversons pas non plus l'organisation de Pôle emploi, nous utiliserons leur véhicule à eux, à tout ce qui sera possible de faire. Merci. Je répondais à la question en direct. Un portefeuille numérique de compétences ou un portefeuille de compétences numériques? Donc, c'est un portefeuille numérique de compétences. Il y a des questions sur les régions ciblées par les expérimentations. Est-ce qu'il y a des régions ciblées pour les expérimentations? Alors oui, il y en a. Alors oui, bien sûr. L'expérimentation ne sera pas parisienne, ça c'est sûr. Nous sommes en train avec les certificateurs, mais aussi avec Pôle emploi, qui va travailler avec nous sur l'identification des permittents, mais aussi avec les branches professionnelles, définir des régions. Alors, je peux vous l'annoncer, puisqu'on s'est à peu près mis d'accord hier avec l'Éducation nationale, nous aurons vraisemblablement un groupe en Occitanie, nous aurons vraisemblablement un groupe en région parisienne. Nous aurons aussi un groupe, parce qu'on s'est mis d'accord aussi avec l'agriculture, dans les Vosges, dans la région Grand Est, du côté d'Épinal. Donc l'idée, c'est d'avoir des groupes alliant de la ruralité, des grosses villes et des certificateurs et des acteurs locaux qui soient dynamiques pour porter l'expérimentation. Le temps nous est compté, puisque la fin d'expérimentation décidée par la ministre et la haut-commissaire doit se terminer absolument en janvier. Si on veut pouvoir faire avancer le processus réglementaire et législatif, ce qui veut dire que nous sommes en train de construire actuellement avec l'équipe que j'anime l'échantillon. On est d'accord depuis quelques jours sur les certifications. Nous sommes en train de construire les échantillons et surtout les lieux collaboration pour que nous puissions avoir l'ensemble de nos cohortes et notre méthodologie quasiment bouclée pour la mi-juillet, fin juillet, pour que dans les tout premiers jours de septembre, nous puissions démarrer nos 100 cohortes individuelles et nos 100 bénéficiaires à titre collectif. Donc, ça va nécessiter de la part de Pôle emploi, des acteurs du territoire, un gros travail de mobilisation, de recherche de candidats, et pour qu'en fin janvier, nous puissions finir l'expérimentation.
Donc voilà, déjà 3 régions décidées, la région parisienne avec l'Académie de Créteil, Versailles de mémoire, la région Occitanie et la région Grand Est. Et nous allons, lundi matin, j'ai rendez-vous avec le ministère de la Santé pour choisir un lieu. Enfin voilà, on est en train de boucler tout cela. Mais ce sera une opération provinciale et parisienne. Qui peut répondre à Laetitia Pétison? Qu'est-ce que la VAE inversée? Ah, est-ce que David Rivoire Oui. est en ligne? Oui, c'est ça. Le spécialiste de la VAE inversée. Vas-y, Philippe, Paquita. ouais, Oui. Philippe, il y a aussi pas mal de questions autour de terminologie. Ça me permet de rebondir là-dessus. Effectivement, Oui. VM inversé. Il y a eu aussi une question sur les open badges. Peut-être qu'on peut dire en quelques mots, pardon, sans faire un déroulé total sur les open badges, mais dire ce que c'est. Voilà. Enfin, je pense que c'est nécessaire qu'on puisse définir certains termes. Alors, sur la VE inversée, qui prend le sujet? Peut-être Damien? Non? Non. Bon, moi, je peux. David est par là ou pas? Je ne l'ai pas vu dans la liste. On va réserver la réponse. Non, mais la VAE inversée, Allez, Olivier. c'est plutôt partir d'un titre ou d'un diplôme pour amener on n'est plus sur le projet de l'individu, on est sur un projet collectif. Et donc, l'idée de la VAE inversée, c'est de partir d'un collectif pour les amener vers un objectif de reconnaissance ou de qualification. Voilà, on est plutôt dans une démarche un peu inverse. C'est le projet de l'individu, là, c'est un projet qui est porté par un collectif et on amène des individus vers le titre et le diplôme. Je le fais très court, mais si ça vous intéresse, il y a un très très grand spécialiste de la VAE inversée, c'est David Rivoire du cabinet des Orives. Pas de pub, pas de pub. Non, non. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui me dit qu'il est expert. Attends, j'ai pas vu. Ah, ben Laetitia Branger, elle peut parler. Alors, allez-y, oui, il y a quelqu'un des deux rives là, oui, effectivement. Philippe, tu peux lui donner la parole? Je peux l'inviter, je crois bien. Mais alors, Laetitia. Hop. Branger ici. Permettre de parler, je crois que c'est ça. Hein. Voilà. Ah non, ça c'est pas. Ah non, oui, c'est ça. Laetitia, vous pouvez enlever votre micro et parler. Attendez, je me suis trompé de Laetitia. Ok, vous m'entendez? Voilà, on vous entend. Bonjour, oui, peut-être pour pouvoir représenter la parole de David Rivoire. On a déjà démarré effectivement quelques projets en VAE inversée. Le projet de la VAE inversée, c'est de se dire que, à la différence d'une VAE classique, la personne au démarrage de son contrat n'a pas forcément d'expérience et du coup, elle va pratiquer, apprendre son métier avec l'idée peut-être de la FEST à côté, d'apprendre en situation de travail son métier et à mesure qu'il apprend son métier, eh bien, il va rédiger des récits type analyse de la pratique petit à petit pour bien pouvoir acquérir et l'expérience, la compréhension de sa posture, de son métier, des compétences requises. Et puis petit à petit, au-delà d'analyser le récit de son expérience, il va commencer, mais pas tout de suite, à rédiger, en fonction des expériences significatives qu'il va vivre, son dossier d'expérience pour petit à petit accumuler le nombre d'heures nécessaires. Et donc, on est dans une situation d'apprentissage sur le terrain à mesure que je construis ma conscientisation du métier et mon dossier VAE. Voilà, pour faire synthétique. Je ne sais pas si c'est clair. Et du coup, je crois savoir que vous avez fait une expérimentation à Marseille, non? Il y a une entreprise qui fonctionne comme ça? Oui, on a une filiale, Eldefaune, donc qui est un centre d'appel avec des contrats pro sur les métiers de téléconseiller, effectivement, où quand ils arrivent, eh bien, les premiers mois, ils sont vraiment en situation d'apprentissage sur le terrain, donc en AFEST, où ils apprennent le métier avec des tuteurs terrain. À la fois, ils sont coachés par un accompagnateur VAE qui va analyser la pratique avec eux individuellement et collectivement petit à petit. Puis, ils peuvent avoir aussi des petites briques de formation sur la posture professionnelle et beaucoup de mise en situation. Et puis, petit à petit, quand ils ont acquis suffisamment d'aisance, ils sont accompagnés à mettre tout ça en valeur dans leur dossier d'expérience
Et parfois, selon la durée du contrat, l'expérience sera acquise dans le contrat ou dans d'autres expériences après. L'idée étant de faire un diagnostic pour leur permettre d'évaluer si sur la durée d'un contrat, ils auront acquis le nombre d'heures nécessaires dans cette entreprise-là, en tout cas, pour pouvoir déposer leur dossier VAE. Et pardon, pour quelle certification, si je peux me permettre, du coup, c'est quoi est-ce qu'il y a une certification de référence? Alors, la certification, c'était la mention complémentaire ACVD, accueil-vente à distance, mais qui ne se fait plus trop. Donc là, on bascule sur le bac pro commerce et vente, option B, puisque l'autre certification ne se fait plus trop par les certificateurs. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Laetitia. Moi, j'avais envie de poser une question à nos invités, et spécifiquement Damien Brouchier, Muriel Moujard et Laure Garot. On a parlé tout à l'heure des open badges et je voulais juste savoir comment, d'après vous, on pouvait faire pour développer, quelles étaient les conditions de réussite et comment on pouvait faire pour développer la reconnaissance par les badges et quelles étaient les conditions de réussite, puisque c'est quand même une approche qui est assez nouvelle pour certains. Voilà, et ça rejoint, je me permets juste de rajouter que ça rejoint la question d'un participant sur le nécessaire besoin d'acculturation, comme c'est quelque chose de très nouveau, des employeurs, des publics, et du coup, par qui on commence. Voilà, bon, merci. Oui. Qui commence? Allez, Muriel. Attendez que tu désignes. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on invente les usages. Alors là, on vient d'avoir un excellent exemple avec la VAE inversée. Voilà, il faut mettre des mots sur les choses. J'avoue qu'on a dû en faire sans faire exprès. En fait, il faut qu'aujourd'hui, dans les situations, et notamment dans les entreprises, les encadrants aient envie de mettre de la valeur sur ce qu'ils produisent. Et ils ne produisent pas seulement des produits et des services pour leurs clients, ils produisent de la compétence chez leurs salariés. Voilà. Donc, l'idée, c'est de se dire, ces compétences-là, elles ont de la valeur, et qu'ils y voient une opportunité. Il y a un risque. Il y a un risque. Il faut être conscient du risque. Le risque, c'est le risque qu'on a à chaque fois qu'on veut promouvoir la VAE ou bilan de compétences dans les entreprises. C'est le risque de mobilité externe, c'est le risque de demande de revalorisation. Enfin voilà, c'est des risques qu'il faut mesurer. Il ne faut pas faire semblant qu'ils n'existent pas. Ceci étant dit, c'est aussi une réelle opportunité de gérer les carrières au sein des entreprises et effectivement de développer cette appétence pour le développement des compétences. Et Karine Seller l'a dit tout à l'heure, mais je crois que voilà, tout le monde peut être d'accord avec ça. Pour faire face à des crises, quelles qu'elles soient sanitaires, économiques, climatiques, il nous faut de la compétence, quoi. Et il faut que la compétence, elle soit présente à tous les niveaux. On l'a vu pendant la crise sanitaire, les métiers essentiels, c'est pas les métiers qualifiés. Moi, j'étais chez moi, tranquille devant mon ordinateur, et il s'est rien passé d'extraordinaire, alors qu'effectivement, si les personnes qui aujourd'hui sont très peu reconnues, on a parlé des métiers de service à la personne, mais il y en a plein d'autres dans la grande distribution, Laure peut très certainement témoigner, ces personnes-là, effectivement, elles sont essentielles et elles n'en ont pas forcément conscience. Alors, elles méritent d'être reconnues et je pense que pour les entreprises, c'est important de savoir dans quelle mesure on peut aussi s'appuyer sur ce potentiel pour aller vers encore davantage de compétences et de développement dans le cadre des métiers et des services. Voilà. Donc, il y a les usages, parce que ces personnes-là, elles ne vont pas y aller sans utilité avisée. Enfin, c'est normal, on ne fait pas les choses si on a le sentiment que ça ne nous sert à rien. Il y a les usages, mais il y a aussi être prêt pour les entreprises, mais aussi pour les organismes de formation, enfin tous ceux qui font vivre des situations apprenantes aux personnes, situations de travail, formatives, etc., à être vraiment prêt à reconnaître les compétences de ceux qui sont en situation. Et ça veut dire, encore une fois, je n'ai pas peur de parler d'opportunités et de risques, ça veut dire leur donner un petit peu de pouvoir. Mais à cela, on a en même temps que cette prise de pouvoir, la compétence à s'engager, la compétence à mener sa carrière, et je pense qu'on a plus à y gagner qu'à y perdre. Voilà. Après,
sur le fait que les gens veuillent partir, je pondère parce que par expérience et les personnes que j'ai pu accompagner sur les VAE, c'était pas leur souhait en fait. Par contre, reconnaître leurs compétences, oui. C'est ça qui est paradoxal. On imagine souvent que les personnes vont vouloir obtenir des diplômes pour pouvoir partir. Toutes les personnes que j'ai pu accompagner sont toujours restées. Par contre, ce qui ressort, c'est vraiment, moi j'ai toujours le souvenir d'un collaborateur qui était en CSP employé, qui m'a dit un jour, tu te rends compte, j'ai un diplôme et je suis fière de le dire à mes enfants parce qu'eux sont en train de passer le bac. Et donc, en fait, c'est ça aussi, c'est cette reconnaissance que les personnes peuvent avoir. Alors, c'est vrai que quand on a déjà des qualifications, bon, bah, c'est toujours du plus pour nous parce que bah, on sait très bien qu'on aime toujours apprendre. Et c'est vrai, cette phrase est importante de dire la qualification, la formation tout au long de la vie. Hein. Certains organismes de formation, de ce fait, l'utilisent aussi pour appuyer la notion. Alors, je suis désolée, il y a beaucoup de soleil sur Paris aujourd'hui. Mais en fait, les badges vont appuyer les compétences que les personnes ont pu acquérir et c'est vrai que ça va, moi j'ai envie de dire, ça va peut-être plus si l'entreprise aide parce que forcément, même quand c'est des projets de CPF en dehors du temps de travail, on vient nous voir, hein, on est là aussi pour accompagner les gens et je pense que si l'entreprise donne des explications, explique, même si c'est en dehors du temps de travail, ça va au contraire peut-être fidéliser aussi les gens qui vont se rendre compte qu'on prend aussi en compte leurs compétences. Et puis, ils savent que du coup, à un moment, s'il y a des opportunités qui peuvent se proposer, vont pouvoir peut-être évoluer, changer de métier. Et c'est vrai que l'avantage des badges, c'est que du coup, ça va permettre, même en cas de changement de hiérarchie, même en cas de changement plus global dans l'entreprise, ces badges vont être matérialisés. C'est ce qui était dit au début, c'est d'avoir cette matérialisation. Cette matérialisation va servir aux collaborateurs qui demain pourra peut-être complètement changer de métier et d'aller sur quelque chose de complètement différent. Et c'est vrai que la communication autour de ça, c'est ça qui va faire aussi l'envie aux gens d'aller dessus. Parce qu'un collaborateur lambda qui est loin de tout ça, qui est loin de tout ce que nous, on peut être immergé en tant que RH, responsable formation, là, si on lui parle de manière simple et on lui explique comment ça va fonctionner, voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de lien aussi avec je parlais donc de lien avec l'éducation nationale, c'est que justement, aujourd'hui, on choisit un métier et finalement, on parle moins des compétences qu'on peut avoir et ces badges, je pense, peuvent aussi inverser et cartographier en fait les compétences des gens et montrer aussi les tendances dans les années qui viennent. Et on sait que les compétences, et les changements avec le digital sont très, très rapides. Et donc, du coup, le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation nationale se rapprochera un petit peu plus. Comme j'ai été interpellé aussi, je trouve ça fait un lien tout à fait parfait avec ce que je voulais dire parce que, effectivement, sur la question du badge, je reviens vraiment sur la question des badges. Là, il me semble qu'on est tous d'accord sur l'enjeu que ça représente autour de ce qui est la fonction de reconnaissance des badges. C'est vraiment, on a dit, c'est vraiment un outil de reconnaissance des compétences au sein d'une communauté, que ce soit un groupe de pratique, que ce soit une équipe de travail dans une entreprise. Donc là-dessus, c'est un élément, à mon avis, tout le monde est d'accord là-dessus. Là où effectivement, et je fais le lien avec ce que vient de dire Madame sur le lien avec l'éducation nationale, c'est dans la fonction de signal du badge. Et là, effectivement, je pense que pour moi, puisque c'était la question qui était posée, une des conditions vraiment tout à fait importantes de réussite, c'est que c'est l'articulation qui a à trouver entre la dynamique, j'allais dire, des badges, dont on a longuement parlé maintenant, et le système actuel existant, ancien,
qui est le système centré sur les diplômes, les titres, le système de certification actuel, qui est très normé, qui passe par une commission nationale de la certification, par tout un processus particulier. Et donc, à mon sens, il ne faut surtout pas que les badges se conçoivent comme ou se développent comme un système de référence autonome qui soit détaché du reste de la certification. Alors, même si voilà, on voit bien que ça peut être tout à fait intéressant, qu'il existe déjà beaucoup de choses. Pour moi, l'enjeu moi qui me balade entre le ministère de l'Éducation nationale, le ministère du Travail, c'est le statut du CEREC qui veut ça, je vois qu'il y a un vrai enjeu pour effectivement que les choses soient articulées. Et la piste, alors on n'a pas beaucoup parlé là dans tout le webinaire, à mon sens, qui est vraiment à continuer à réfléchir tous les certificateurs, c'est celle des blocs de compétences. C'est l'idée, tout le monde sait bien, que maintenant les certifications doivent être découpées en blocs de compétences. Alors, ça fait un peu, on dirait qu'on découpe des tranches de saucisson, mais c'est l'idée que, en tout cas, la certification, plutôt qu'elle soit, comme on dit, complète, qu'elle soit globale, qu'elle puisse être acquise par petits morceaux. Et la définition des blocs de compétences, c'est vraiment ça, c'est des ensembles homogènes et cohérents de compétences qui contribuent à l'exercice autonome d'une activité professionnelle et qui peuvent être évaluées et validées. Et donc, je la donne, cette définition, parce qu'il me semble qu'il y a vraiment un enjeu pour voir comment certains badges, à mon avis, pas tous, puissent être identifiés, reconnus comme des blocs de compétences et qui pourraient rentrer comme éléments de certifications existantes, que ce soit des certifications des diplômes de l'Éducation nationale, des titres du ministère du Travail, des certificats de qualification professionnelle. Et donc, tout ça, moi, c'est vraiment, il me semble, c'est un enjeu, à mon sens, tout à fait décisif. Ça impose alors, un dialogue avec les instances de certification pour expliquer comment sont reconnues les compétences qui constituent le fondement d'un badge. Je crois qu'il faut que, du côté de tous les promoteurs des badges, il y ait effectivement un vrai enjeu d'être, alors je crois que c'est déjà largement le cas, mais de s'engager dans une discussion un peu approfondie sur effectivement comment on certifie, comment on valide le fait qu'à travers un badge, on détient bien un certain nombre de compétences. Et je pense qu'il y a plein d'a priori, je vois plein d'a priori possibles entre les tenants, entre guillemets, du système existant, qui vont voir le système des open badge comme très souple, très, voilà, un peu partant un peu dans tous les sens. Et puis, du côté des badges, on peut avoir aussi la vision de dire le monde de l'éducation nationale, c'est un monde trop ancien, trop rigide, qui reste attaché à ces structures existantes. Et je pense, moi, qu'en écoutant les uns et les autres, il y a un vrai enjeu de dialogue, mais en allant jusqu'au fond du problème, qui est effectivement comment on fait la preuve qu'effectivement, qu'à travers tel système ou tel autre, on détient bien un certain nombre de compétences. Moi, je voulais juste un peu faire ce petit plaidoyer pour un dialogue entre les acteurs, parce que ça me semble tout à fait fondamental. Et je le dis de la même manière auprès des acteurs d'éducation nationale, auprès de tous les certificateurs. Merci beaucoup. Merci Damien. Je vois qu'il est… Olivier qui lève la main, juste, excuse-moi, Paquita. Ah, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Désolée, Olivier. Je voulais juste te dire, monsieur Bourchier, que je partage à 150% votre point de vue. Ça va être vraiment un des éléments essentiels et centraux de l'expérimentation. Et comme nous allons travailler au plus près avec les certificateurs, nous allons pouvoir effectivement commencer à amorcer ce début de réflexion. Et je suis très friand de voir comment les choses vont avancer, mais c'est une de nos préoccupations essentielles, c'est comment nous intégrons les badges dans un parcours de reconnaissance. Et vraiment, je partage votre point de vue et je vous garantis que nous allons essayer de le faire. Voilà. Très bien, merci. Donc, comme je disais tout à l'heure, il est donc 12h28. On va clôturer ce webinaire. Bien écoutez, merci à d'abord la haut-commissaire aux compétences et merci aussi à nos différents intervenants. Je pense que ces échanges ont été particulièrement intéressants et particulièrement inspirants. Donc, merci beaucoup. Qui en invite d'autres, qui
qui invite Oui. d'autres échanges. Du coup, on vous rappelle que ce webinaire, en fait, vous pouvez le revoir en replay sur la chaîne YouTube de hashtag le plus important et sur le site aussi de hashtag le plus important. Et puis, on vous donne rendez-vous le 9 juillet. Il y a donc un autre webinaire organisé le 9 juillet à la même heure pour échanger sur le thème « Comment accélérer le déploiement national des Open Badges ». Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. On vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.